Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Merci à mes invités qui sont également restés avec moi, professeur Elikiam Bokolo, madame Justine Poyo Kassavubu et le pasteur Kabongo est resté avec moi. Merci à vous d'être restés. Quel avenir pour l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi? Jacques Mboka, notre correspondant en RDC, est allé à la rencontre de quelques membres du parti d'Étienne Tshisekedi. On les écoute et on en parle après. Edward Kennedy nous disait en 1976 que les personnages comme Étienne Tshisekedi, c'est le genre de personnes qu'on fabrique une fois par siècle dans un pays déterminé. Mais cela étant, quelle que soit la profondeur de notre deuil, nous devons l'honorer en étant debout. D'abord en étant unis. Et nous voyons que dans les moments que nous traversons maintenant, notre force, comme l'a dit, et là c'est une phrase qu'il faut retenir, le président Tshisekedi, dans une des premières interviews, quand il est sorti de la clandestinité, il a dit « Un peuple uni est plus fort que la bombe atomique ». Alors le message que nous avons à l'UDPS maintenant, c'est d'abord de savoir que nous devons sauvegarder notre unité, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Il n'est pas parti pour nous. Il est toujours avec nous parce qu'il nous a vraiment formés. On doit maintenant nous prendre en charge. On est trop sûr que tout se passera très bien. Donc on ne laissera même pas une minute à M. Kabila. Tout se passera dans le délai. Et pour honorer notre président, nous devons accepter, s'il est de bonne volonté, qu'il sorte ces accords avant que le corps de M. Tshisekedi descende à Kinshasa, pour que tout se passe dans le calme, pour apaiser la situation dans notre pays. Je vous dis que nous irons jusqu'au bout. Tshisekedi n'est pas mort, il est avec nous. L'accord est là, il nous a laissé une fondation. La lutte continue, je vous dis, la victoire est certaine. Les combattants sont prêts à tout. Nous avons déjà un candidat Premier ministre. Il est parti et nous allons remplacer quelqu'un au Conseil national de suivi. L'UDPS a perdu quelqu'un mais n'a pas perdu sa lutte. Pasteur Kabongo, Tshisekedi n'est pas mort, disent-ils. Ils insistent beaucoup sur l'unité. Y a-t-il risque d'éclatement de l'UDPS, vous qui connaissez ce parti? Je ne crois pas qu'on dramatise les choses de cette manière. Il y a dans tous les partis politiques, dans ce pays où nous vivons, des chamailleries, des clivages, des exclusions. Il y a des dysfonctionnements dans toutes les associations. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de tels phénomènes dans ce grand parti politique? Si vous connaissez l'histoire des partis politiques au Congo, vous pouvez faire une sorte d'énumération de ce parti. Le seul qui existe encore, qui tient et qui est même un peu moteur de l'ensemble de la dynamique, c'est l'UDPS. Vous entendez des témoignages de ces jeunes gens et de ces vieux cadres de ce parti. Je ne crois pas que l'UDPS est en train d'aller à morceaux. Je ne crois pas du tout. Professeur, Étienne Tshisekedi a-t-il préparé sa relève au sein de l'UDPS? Bon, je ne connais pas le parti de l'intérieur, oui, mais il y a des indications sur lesquelles on doit s'arrêter. Ce parti a été fondé par un groupe de personnalités dont plusieurs l'ont quitté. Plusieurs l'ont quitté. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe dans ce parti pour que plusieurs de ses fondateurs le quittent? Deuxièmement, ce parti a mobilisé beaucoup de jeunes dans les années 80, donc des garçons, des filles qui ont aujourd'hui dans les 50 ans. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe dans ce parti pour qu'ils partent? D'où la question, que reste-t-il vraiment de l'UDPS aujourd'hui que Étienne Tshisekedi est parti? Il en était le ciment. Il en était le ciment. Son idée de démocratie, Union pour la démocratie, est-ce que les autres vont la continuer ou est-ce qu'ils vont aller à la table du prince pour manger un peu de soupe? Son idée de progrès social, très important au Congo, dans un pays où les déséquilibres sont extraordinaires. Est-ce que les autres vont être conscients qu'il y a un devoir de solidarité avec le peuple? Pas le peuple politique et mythique, mais le peuple des travailleurs, des pauvres gens qui sont là. Donc sur ces questions-là, je pense qu'il y a un besoin d'aggiornamento.
Il y a un besoin que l'on s'assoie sur le programme, qu'on le redéfinisse par rapport au contexte d'aujourd'hui, qui n'est plus celui des années 1980, et qu'on choisisse un chef. Il faudra bien un successeur à Tshisekedi. Et qu'on trouve un chef qui est, si possible, un charisme proche de celui d'Étienne, qui soit un chef consensuel, et qu'il ait aussi la capacité à la fois de mobiliser ses troupes et de résister au camp qui est en face de lui, qui a des moyens colossaux, notamment des moyens de corruption qui sont très importants. Ça, je pense que c'est le grand enjeu. Alors, nous avons ici des gens qui ont quitté le parti. C'est quand même un problème, ce problème-là, la question des départs. D'ailleurs, je finis là-dessus. S'il vous plaît. Au premier dialogue, au dialogue de la Cité de l'Union africaine, où j'étais, il y avait là un groupe de gens qui s'appelaient les fondateurs de l'UDPS. Donc, il y a... Alors même que Etienne Tshisekedi lui-même a renoncé à participer à ce dialogue. Ce qui est paradoxal, ils étaient sur les positions d'Etienne Tshisekedi, des positions d'intransigeance, mais ils pensaient qu'il était utile d'être à la table de discussion pour justement, prendre les postes de direction qui revenaient à l'UDPS. C'est un vrai problème que cette question de la viabilité du parti. Madame Mpoyo Kasavubu, vous êtes donc une illustration de cette saignée qu'a connue l'UDPS. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce parti a été victime d'une trop grande personnalisation ? Eh bien, je crains qu'on puisse répondre quand même un peu par l'affirmative, parce que écoutez, vous savez que moi, j'avais un projet. Ceux qui m'ont accompagné depuis tant d'années, nous avions un projet, donc une vision, et nous avons apporté cette vision pour renflouer la mobilisation au sein de l'UDPS. Mais à un moment donné, lorsque vous avez une vision pour votre pays et que vous sentez qu'il n'y ait plus possible de faire passer ces idées d'une manière démocratique et d'une manière tout à fait normale au sein d'un parti, alors vous prenez un peu vos libertés pour essayer de faire avancer ces idées-là, sans renier votre famille, puisque en quelque sorte, tous les opposants ont un même besoin d'alternance politique. Mais je pense que cette saignée que vous évoquez est vraiment un élément fondamental qui explique justement certaines occasions manquées que M. Etienne Tshisekedi n'a pas pu concrétiser parce que justement, il ne bénéficiait pas à ce moment-là de tous les cadres qui auraient pu, comme lui, avec cette même intransigeance, avec cette même fermeté, passer le pont pour aller vers un meilleur avenir. Et donc ça, c'est effectivement un grand problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui se pose à l'UDPS comme question fondamentale, c'est demain de la capacité de s'extirper de cette OPA qui a été jetée sur ce parti par rapport à la corruption ambiante. Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement voudrait se confondre à l'UDPS, pendant que l'UDPS cherche à se ressouder, à se réunir. Et donc aujourd'hui, l'UDPS n'est plus maître d'elle-même en tant qu'association de partis et de bonne volonté. Et donc aujourd'hui, ce dialogue-là dont on parle, je pense qu'il faut d'abord que le parti qui a porté M. Etienne Tshisekedi à la victoire des élections en 2011 puisse se redéfinir et aussi recadrer les vrais alliés et non pas de prendre une sorte de nébuleuse qui vient du kabylisme pour mieux noyer l'UDPS. Pasteur Kabongo, vous sembliez très optimiste quant à l'avenir de ce parti. Peut-on imaginer Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, prendre le flambeau après la disparition de son père? Monsieur Félix Tshisekedi est en politique. Mais il est en politique comme tous les cadres et comme tous les militants de l'UDPS. Il est sur un poste qui n'est pas un poste commun comme tous les autres. Je ne peux pas répondre à sa place, mais il ne peut pas faire sans le parti de l'intérieur duquel il évolue. Quelque chose de très important a été souligné tout à l'heure, ça concerne la corruption. Ça n'a pas commencé avec Kabila. Ça a commencé, et de la manière la plus brutale, avec Mobutu. La saignée dont on parle, il faut aussi savoir la rattacher à ce qui s'est passé dans les années 90, au moment de la conférence nationale souveraine, quand l'UDPS, vous en êtes témoin, a rassemblé autour d'elle d'autres forces de changement et les unes après les autres ont été récupérées par le pouvoir qui était aux abois à ce moment-là.
vous venez de dire qu'il n'y a pas de politique et d'action politique sans vision. Et qu'il est légitime d'assumer une vision. Mais vous le savez aussi que pratiquement toutes les visions sont portées aussi par des ambitions. On ne peut pas dire que vous êtes une femme sans ambition. Pour nous qui vous connaissons depuis longtemps. Du mouvement des démocrates, et alors, si on reporte ça sur une masse beaucoup plus importante, on voit tout de suite ce que ça donne comme dynamique de fissiparité à l'intérieur d'un mouvement comme celui-là, qui est un mouvement historique. Mais c'est vrai que, devant cet enjeu, devant la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui et la question des suites à donner par rapport à ce dialogue, l'UDPS, premièrement, doit se montrer capable d'un plus grand rassemblement encore dans son intérieur même pour pouvoir être effectivement moteur de l'ensemble du rassemblement. La succession ne doit pas venir forcément de la lignée familiale. Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qui se passera. Je ne suis pas de ceux qui disent « eh ben c'est la dynastie, eh ben c'est le népotisme ». Je ne dis pas ça comme une sorte de préjugé évident. Je dis simplement que rien ne se construira et qui sera durable s'il n'y a pas dans ce parti, dans ses alliés et dans le peuple, une véritable volonté de changement. Professeur, pour se projeter un peu dans l'avenir, la disparition, je l'ai dit, d'Étienne Tshisekedi suppose aussi pour le président Kabila l'absence donc d'une personnalité de trempe pour amorcer ou du moins pour conduire le processus de paix. Est-ce que le changement de rapport de force, ce changement de rapport de force met en péril l'accord qui était en négociation? Alors ça, c'est la grande question. Je ne suis pas sûr que la réponse se trouve du côté du président Kabila et du PPRD, parce que je pense que ayant le pouvoir, et le pouvoir est juteux au Congo, ils feront tout pour rester au pouvoir. Donc la réponse viendra des autres partis. Et je crois que nous avons besoin de partis qui soient forts. Forts dans leur vision, dont on parlait tout à l'heure, forts aussi dans leur organisation, forts dans leur capacité à mobiliser les gens. Étienne Tshisekedi, il lui suffisait de dire « Demain, je souhaite que vous soyez là, tous les gens seront là ». Qui aujourd'hui, a la capacité de dire « Demain, soyons là tous au Pont Cabu ». Donc il faut ça, et il faut aussi la capacité de résister aux sirènes du pouvoir. Moi, j'ai été... Comme l'a évoqué le pasteur tout à l'heure. J'ai été au premier dialogue. Il en est sorti un gouvernement de 67 ministres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pas seulement le PPRD, mais tous les gens qui étaient au dialogue, ils sont là pour la rente financière du pouvoir. Ça vient d'où, professeur? Ça vient du très profond fond de notre histoire, probablement de l'histoire coloniale et de ce qui s'est passé au moment de l'indépendance. Mais c'est évident que Étienne Tshisekedi avait la capacité de tenir ces gens et de dire « on n'y va pas ». Donc je crois qu'il faut que très rapidement, l'UDPS organise un congrès et décide dans la transparence la plus grande qui seront ces cadres et peut-être reprécise son idéologie. Union, c'est important. Démocratie, ça veut dire quoi au Congo aujourd'hui? Progrès social. Et je pense que sur ces thématiques-là, on peut soulever les gens. Étienne Tshisekedi, les gens le suivaient parce qu'on avait confiance en lui. Mais maintenant, je ne suis pas sûr que... Voilà, la dimension... Madame Kassavou, s'il vous plaît. Oui, la dimension de confiance, effectivement, est très, très, très importante. Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas simplement l'UDPS qui doit faire cet exercice, mais c'est l'opposition légitime qui se reconnaît dans ce combat dont nous évoquons ici à travers la mémoire de M. Étienne Tshisekedi. C'est cette opposition-là. Et donc, moi, je ne suis pas pour la course contre la montre par rapport à un dialogue dont le promoteur principal n'est plus là, mais beaucoup plus à un
réassemblage, à un rééquilibrage et à une redéfinition de la classe politique en son sein. Et donc c'est ça pour moi qui est important. L'équation est double maintenant. Régler à l'interne, enfin pour l'UDPS je vais dire, régler à l'interne la question de la succession, mais maintenir aussi la symbiose avec les autres partis avec lesquels on a formé le rassemblement. Oui, mais écoutez, moi je pense que le problème de la succession, ça ne doit pas être maintenant un enjeu national. C'est un enjeu interne, donc secondaire à ce stade. Mais ce qui compte ici, c'est beaucoup plus de voir dans quelle mesure nous pouvons maintenant remettre les pendules à l'heure, parce que de toute façon, Kabila n'a plus de légitimité, mais il est là par défi. Et donc, aller à un dialogue demain ou ne pas y aller, ça ne changera rien parce que la mauvaise foi dans le camp du pouvoir est réelle et manifeste. Et on ne nous parle même pas d'échéance électorale. On a même entendu dans les hommages plus ou moins hypocrites qui se sont exprimés ces dernières heures qu'il s'agissait d'un partage du pouvoir. Ça veut dire qu'on était en train pratiquement de nous conduire dans un deuxième ou un troisième mandat pour Kabila. Et donc ça aussi, nous devons nous ressaisir. L'opposition... Pour une fois, ça ne dépendra pas de lui. Écoutez, il n'est pas là non plus par sa propre volonté. Il a été soutenu par des forces d'interférence prédatrices extérieures. Et donc là aussi, nous avons un défi parce que ces forces sont toujours là. Sinon, comment expliquer que Kabila puisse défier le monde entier, défier tout un peuple et rester au pouvoir alors que nous sommes maintenant dans un État voyou? Le droit, la Constitution ont été bafoués et ça, nous ne pouvons plus nous autoriser au cœur de l'Afrique de conduire le pays sans règles et sans principes. Pasteur Kabongo, avec Etienne Tshisekedi, ce n'était pas déjà facile de faire plier le pouvoir. Sans Tshisekedi, la situation risque pour l'opposition. Mais je crois vraiment qu'il faut que nos téléspectateurs et ceux qui nous écoutent, nous voient, comprennent que Tshisekedi n'était pas un messie tombé du ciel ou quelqu'un de... Pour ceux qui l'ont connu, c'est votre cas, c'est mon cas, c'était quelqu'un comme nous. Ce que j'ai dit en commençant, à savoir que c'est le peuple qui a pris Tshisekedi en otage et qui a fait de lui ce que nous voyons, ça doit être bien entendu. Et ça doit être valable aussi pour le prochain. C'est ce peuple-là qui met la pression sur les institutions par défi, sur les institutions qui n'en sont pas et qui dirigent aujourd'hui ce pays. M. Tshisekedi a dit deux choses en 2011. Ça paraissait comme dans ce grand flot de slogans et des espèces de mots d'ordre ou de phraséologie de la rhétorique politique. Ces deux choses, l'une est bien connue, l'autre est moins connue. La première, c'est nous ne nous battons pas pour ceci ou pour cela, nous nous battons sur un seul objectif. C'est construire au Congo un État de droit. Et si vous posez cette question à n'importe quel jeune Congolais, il vous dira « M. Tshisekedi, c'est l'État de droit ». Une autre chose qui n'est pas connue, qui est moins connue, c'est un discours qu'il a fait en Suède pendant sa campagne 2011. C'était « Je veux construire au Congo un espace de civilisation ». Ça signifie qu'il était conscient et qu'il visait la barbarie qui était là. Ça signifie qu'il croyait qu'il était possible de mettre fin à cette barbarie. Ce n'est pas seulement la corruption, c'est la qualité d'hommes et de femmes que nous sommes, c'est tout un imaginaire politique qui vous fait dire, vous adressant au professeur Mbokolo, mais ça vient d'où ça? Comme si c'était spécial que pour les Congolais. Non, alors, non, ça vient d'où? Vous avez posé cette question extraordinaire. Ça vient d'où ça? Ça signifie que M. Tshisekedi, et beaucoup de Congolais le savent, il y a là un espace de barbarie qui ne peut plus durer. Tous nos voisins se savent menacés par ce que nous sommes, nous. Tous nos voisins. Et donc, je crois vraiment, je termine, je crois vraiment que l'enjeu, c'est d'abord de nous reprendre en main et de mettre ce pays dans une logique institutionnelle normale de légitimité. D'où l'importance de ce dernier dialogue. Et l'implication de l'Église catholique romaine dans ce dialogue n'est pas rien, contrairement à ce que tous les... C'est quelque chose que vous avez salué. Et comment Et comment Professeur, vous qui êtes historien et observateur de la vie politique congolaise, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le peuple congolais a atteint la saturation nécessaire pour déclencher la révolution nécessaire? La saturation, je crois que
elle l'a atteint depuis longtemps déjà. C'est-à-dire on est arrivé à un niveau où on ne peut plus continuer comme ça. Donc cela peut... Vous la sentez, cette saturation? On la sent. Et on sait que cela peut dégénérer d'une manière catastrophique, en émeutes, en pillages, etc., comme nous l'avons vu en 91 et en 93. Donc il faut trouver une voie de sortie. Bon, moi, je n'étais pas très chaleureux par rapport au dialogue numéro 2, parce que l'Église catholique était dans le premier dialogue, et j'ai trouvé indécent qu'une institution qui n'est pas l'État sorte du dialogue pour faire le dialogue de son côté. Ok, mais le dialogue est fait, tant mieux, puisque tout le monde a signé. Donc, si le dialogue est fait et signé, et que Étienne l'a accepté, il faut entrer dans ce processus. Merci. Il faut trouver une voie de sortie. Dites-vous, on verra comment l'opposition relèvera ce défi. Mais ce que nous verrons dans la troisième et dernière partie de notre émission, c'est l'impact de la disparition d'Étienne Tshisekedi sur la vie oppositionnelle congolaise, sur l'opposition dans son ensemble au Congo. Et ça, ce sera après une courte pause. À tout de suite.